Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous commençons par les titres. Visite de Obama au Sénégal, jour J-4. Aujourd'hui, la rédaction du journal télévisé s'intéresse au MCA avec notamment la réhabilitation de la RN6 en Casamance et l'élargissement de l'axe Richard Toll, Dôme sur 120 km. Dans ce journal, on a invité le professeur Ousmane Sen. Lancement de la campagne d'identification des abonnés de la téléphonie mobile, la RTP se conforme ainsi aux normes internationales. Grand formant de ce soir s'intéresse à la restauration des vallées dans le Sine Saloum et la mise en œuvre d'un programme d'ouvrage de retenue d'eau et de digues anti-sel, un projet de l'USAID ou la NAFA. Tout d'abord, la fiche d'audience du chef de l'État. Le M23 salue les efforts du chef de l'État dans le mouvement du 23 juin à l'écoute des populations, exhorte le chef de l'État à poursuivre ses actions en vue de satisfaire la demande sociale à la veille de l'an 2 de la célébration de la Révolution citoyenne. Une délégation conduite par le coordinateur national a rencontré le président de la République. Mamadou Mboy qui répond aux questions de Pape Biram Biguendiaï. Nous sommes venus en tant que délégation du M23 rencontrer le président, comme ce fut le cas déjà en 2012. Cette année aussi, à la veille de la célébration de l'an 2. Nous sommes revenus à la suite d'une correspondance que nous avions déjà adressée au président de la République le 23 avril 2013 et dans laquelle, évidemment, nous lui faisions part des difficultés que rencontraient certaines franges de la population. Et évidemment, nous sommes les porte-parole des sans-voix. Nous voulons, évidemment, au nom du peuple, parler au président, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons parlé de plusieurs questions, Dangote, King Fahd, Transplast, Sotrac, etc., des denrées de première nécessité, du stade Hassan Diouf, des élections pour les listes indépendantes. Donc on a parlé de toutes ces questions-là, de long à large, et nous avons trouvé auprès du président une très bonne écoute. Il y a surtout de très bonnes dispositions de la part du président. Il y a eu beaucoup d'explications, surtout parce qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous n'avions pas suffisamment d'informations. Il nous en a donné, il nous a rassurés, nous avons échangé, et nous espérons que, évidemment, à partir de ce moment-là, tout peut aller très vite sur de nombreuses questions. Le président nous a également donné des réponses assez précises sur les difficultés, sur les limites qu'il a par rapport à ces questions, mais sur les efforts qui ont été également fournis, sur les baisses réelles qui ont été faites. Donc nous avons échangé, nous avons pensé qu'il devait faire plus, il nous a expliqué les difficultés, les trous financiers dans lesquels ils sont trouvés dès qu'ils ont pris le pouvoir. Et évidemment, nous pensons que les dispositions qui sont bonnes permettraient certainement de faire mieux dans les mois à venir. Mamadou Mbodj du M23, le M23 reçu par le chef de l'État. Nous ouvrons à présent le dossier sur la visite de Barack Obama au Sénégal. Près de 100 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la route nationale 6. Cette route qui traverse la Casamance fait partie du programme du Millennium Challenge à compte. Ce sont près de 280 km pour désenclaver une zone aux énormes potentialités. Reportage sur la route nationale 6 avec Bachir Ba. Un chauffeur de camion citerne manœuvre pour éviter les nids de poules. Un autre avec son ambulance reste partagé entre l'envie d'arriver à l'hôpital et la peur de trop secouer le malade. Emprunter la RN6 constitue le cauchemar des conducteurs. À l'aller, nous n'avons pas de problème. Le camion est léger, mais au retour, nous avons d'énormes difficultés avec les nids de poules. Tous nos bénéfices servent à réparer les véhicules. Kolda-Vélingara, c'est le calvaire. Pour Goudon Tanaf, nous avons renoncé à emprunter ce tronçon depuis longtemps. Mon véhicule est chez le taulier. L'état du tronçon se passe de commentaires. Cet axe routier relie Ziguinchor, Goudomp, Tanaf, Kolda et Vélingara, entre autres, des zones aux immenses ressources. La réhabilitation de ce tronçon peut contribuer à booster l'économie du pays. Cette route-là
était presque la seule issue pour nous d'amener nos produits, de les vendre. Alors vous savez, ça crée un problème au niveau de la mobilité des personnes et des biens. Alors je crois que vraiment c'est salutaire et vraiment les populations ils applaudissent les deux mains. Outre une production et des produits qui pourrissent, les usagers perdent du temps. Facilement, on peut rater sa journée. Ces citoyens trouvés à la sous-préfecture de Niaguis cherchent un document administratif. Certains ont fait des kilomètres. Tout ce que nous souhaitons, c'est que la route soit réhabilitée. Les États-Unis, à travers les MCC, avaient promis de réhabiliter la RN6. Aujourd'hui, les populations commencent à retrouver le sourire. Depuis des mois, elles ont remarqué ces véhicules dans la zone. Il s'agit des employés des sociétés et entreprises chargées de réaliser ces travaux. À Niaguis, un des terrains de la localité servira de base à une d'entre elles. Ici sera la centrale de béton. Sera là tous les ateliers mécaniciens pour tous les matériels, aussi les armations pour le ciment, le centre de rouage, un petit bureau pour le personnel de notre entreprise parce que notre bureau principal sera à Ziguinchor. La RN6 va coûter plusieurs milliards de francs CFA. Le lot va couvrir environ 47 milliards 200. Le lot de Tanaf à Kolda, environ 22 milliards. Et enfin, le lot 3 de Kolda à Vélingara, environ de 27 milliards. Elle sera réalisée en respectant les normes de la CEDEAO. La structure de la route sera constituée comme de 18 cm en couche de fondation et 24 cm de latérite ciment en couche de base et enfin 5 cm d'enrobé. Au-delà des aspects techniques, le MCA a pris en compte d'autres facteurs. Sur l'ensemble du projet, une équipe a été mobilisée aussi bien du point de vue de l'entreprise que du point de vue de la mission de contrôle, qui sont composés généralement de l'environnementaliste, du responsable social et genre, mais aussi du responsable hygiène, santé et sécurité. C'est ce que nous appelons l'équipe ESA. Le Balantakunda, le Pakao, le Fouladou et la Casamance entière attendent avec impatience la réhabilitation de cette route. En attendant, les populations vaquent à leurs occupations car celles-ci n'attendent pas. Le MCA dans la zone sud, dans la zone nord du pays également, les projets du MCA Sénégal sont en cours d'exécution. Il s'agit de l'élargissement de l'axe Richard Toll-Ndioum sur 120 km de construction du pont de Ndioum et la mise en place d'aménagements hydro-agricoles dans la vallée du fleuve. Le point des travaux avec notre équipe permanente à Saint-Louis, Jérôme Gomes et Pabouna Thiaou. De Richard Toll à Ndioum en passant par la cuvette du Ngalenka dans le Podor, les différents projets du Millennium Challenge Account sont en pleine phase d'exécution. Comme ici sur l'axe Richard Toll-Ndioum, sur la RN2, les travaux vont bon train. Les engins sont à l'œuvre. À Ndioum, la construction du pont avance à grands pas. L'ouvrage aura coûté plus de 6 milliards de francs CFA. La livraison est prévue en fin juillet 2014. Le projet du pont de Ndioum consiste à réaliser un pont sur le Douai, un pont qui fait 160 mètres de long, sur 8 appuis intermédiaires et 2 culées, ce qui fait des travées de 17 mètres 80. Maintenant, on ne peut pas faire un pont isolé. Sur le Douai, il est laissé comme ça parce qu'il faut raccorder le pont à la route nationale et de l'autre côté à la route régionale numéro 40, qui est actuellement en piste et qui mène vers le pont d'Aloir, qui est en phase de construction avec la Géroute. On a commencé à le réaliser depuis le 29 novembre 2012 et avec une durée d'exécution projetée de 20 mois, on est censé terminer le pont à juillet 2014. Au jour d'aujourd'hui, à l'état d'avancement, on a eu des problèmes au début sur les études d'exécution. Il y avait pas mal de choses à refaire et des précisions à refaire. On les a terminés courant avril et depuis avril on a commencé les travaux proprement dit. À terme, le pont sera d'un grand apport pour les populations de l'île à Morphil qui vont de facto bénéficier d'une plus grande mobilité, sans compter l'enjeu économique de l'ouvrage.
nous on l'apprécie très bien et vraiment à bras ouverts. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, si aujourd'hui on parle du développement de ce pays, c'est l'agriculture. Donc surtout l'agriculture irriguée, avec autant de points d'eau dans la vallée. Donc on ne peut pas faire une bonne agriculture sans avoir des ponts de ce genre pour au moins avoir un désenclavement. Parce qu'on ne peut pas faire une bonne agriculture et ne pas pouvoir évacuer ces produits. Parce que vraiment, nous avons la zone la plus vaste des terres non aménagées dans cette zone. Parce que le département de Podor fait partie des départements les plus vastes, surtout en zone agricole. Donc, l'agriculture, pour une bonne agriculture, il faut des ponts, il faut un désenclavement total. Les populations, les clients qui nous viennent d'Iwalo ont des difficultés à accéder à leurs produits au niveau du marché ou bien même à amener leurs produits du marché 16. C'est pourquoi la population et nous les commerçants, on est vraiment contents qu'il y ait ce pont-là à nous. Pour le volet irrigation, 440 hectares sont en cours d'aménagement ici dans la cuvette de Ngalenka. Ce volet comporte aussi la réhabilitation des grands axes hydrauliques du delta du fleuve. Actuellement, on est sur les remblais des canaux d'irrigation. Donc en commençant par le canal principal, qui est presque, dont le remblai est presque achevé. Donc on va passer aux canaux secondaires et aux aménagements terminaux. Donc en plus, l'entreprise a commencé à réaliser le réseau de drainage, donc qui est composé de drains principaux, de drains secondaires et de drains tertiaires vers la station d'Exor. Peut-être, je vais préciser que l'aménagement est composé d'une station d'irrigation qui est placée sur le fleuve Ngalenka. Si la cadence des travaux dans les différents chantiers ne décélère pas, tous les projets devront être livrés dans les délais impartis. Pour rappel, les projets et activités du Millennium Challenge Account sont régis par une convention signée à Washington entre les États-Unis et l'État du Sénégal. C'est là la preuve d'une collaboration très étroite entre les deux pays. Je vous le disais dans les titres de ce journal, nous recevons donc à présent notre invité, le professeur Ousmane Sen. Il est spécialiste en études américaines. C'est également le directeur du WARC sur le centre de recherche ouest-africain. Monsieur Sen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de le voir dans les éléments qui ont été diffusés, le MCA au nord du Sénégal, le MCA au sud du Sénégal. On parle également de l'USAID, on parle également de l'AGOA. Est-ce à dire que l'Afrique est privilégiée par les États-Unis? Privilégiée, en tout cas, l'Afrique est un continent qui compte et qui va compter de plus en plus. Et il est heureux d'ailleurs qu'un pays comme le Sénégal non seulement ait été éligible au MCA, qui était quand même un concours assez très fort et très contraignant, mais en même temps que le Sénégal soit éligible pour l'une des rares visites pour le moment du président des États-Unis en Afrique. Il faut espérer qu'avec cette visite-là, les relations avec l'Afrique seront impulsées davantage et qu'on puisse aller au-delà du MCA et au-delà de l'AGOA, lequel AGOA d'ailleurs n'a pas beaucoup marché pour des raisons dues peut-être aux contraintes extraordinaires qui sont liées à son application. Je crois que l'AGOA devait permettre aux pays africains d'exporter autant que possible, surtout les produits agricoles, mais on le sait, le département de l'agriculture des États-Unis est extrêmement frileux par rapport aux produits qui entrent aux États-Unis et qui risquent d'avoir un effet négatif dans leur agriculture. Ce qui fait que autant certains pensaient que bon, les pays africains n'étaient pas compétitifs, mais il faudrait peut-être mettre ça sur le compte du fait que l'Amérique est déjà très avancée par rapport à nous et sur l'agriculture et qu'il y a des contingences ou des contraintes, comme le disait le président Macky Sall, si on nous les impose, je crois qu'on ne pourrait pas en profiter. Mais au moins, le MCA, ce qu'on en montre bien qu'il y a une coopération là qui est dynamique et qui est en train, effectivement, sur le terrain, de régler des problèmes. Professeur, est-ce qu'il faut donner un sens particulier à cette visite du président Obama? Oui, enfin, le fait déjà qu'ils viennent
et que le Sénégal soit le 3e pays à être visité en l'espace de 2 mandats. Le premier étant l'Égypte, on l'oublie souvent, le deuxième a été le Ghana, et le troisième, vraiment le troisième étant le Sénégal. Je crois que c'est significatif. C'est significatif par rapport à ce que le Sénégal pourrait être par rapport aux enjeux et aux intérêts américains. Sur le plan économique, peut-être le Sénégal n'a pas un rôle très important à jouer, mais sur d'autres plans, je crois que le Sénégal est un pays extrêmement important. Vous voyez un peu la région ouest africaine. Je crois que peut-être la force agissante, le Sénégal est une de ces forces agissantes-là. Si au niveau économique, le Sénégal a des contraintes, mais au niveau diplomatique, au niveau politique, surtout au niveau militaire, le Sénégal est un pays qui compte. Compte tenu des développements qu'il y a au Mali, compte tenu aussi des liens traditionnels qu'il y a entre le Sénégal et les États-Unis, compte tenu de ces nombreux déplacements de gouvernants sénégalais, je rappelle que le premier président à être allé aux États-Unis, c'est le président Senghor, avec John Fitzgerald Kennedy. Compte tenu du fait que aussi, avant Barack Obama, il y a eu plusieurs chefs d'État américains, dont le président Bill Clinton et le président Bush Jr., qui sont venus aux États-Unis, mais je crois que Barack Obama, qui plus est d'une certaine ascendance africaine, devait quand même venir en Afrique et en particulier au Sénégal. Mais, oui. La démocratie sénégalaise, également le leadership du président Macky Sall ont également joué. Oui, absolument. Je crois qu'il y a l'héritage du Sénégal qui fait que le Sénégal est sur l'échiquier mondial depuis longtemps et il reste. Donc il est incontournable. En plus de ça, il y a ce phénomène extraordinaire en 2012 qui a poussé d'ailleurs, avant même qu'on ne parle de la visite de Barack Obama, qui a poussé certains Américains qui sont au Sénégal à dire ceci, et j'ai bien entendu, le Sénégal n'a pas seulement fait l'exemple à l'Afrique, le Sénégal a fait l'exemple pour l'ensemble du monde entier. C'est extraordinaire ça, parce qu'en 2012, tout le monde tremblait, mais 2012, le peuple sénégalais l'a négocié et de la plus belle manière. Donc, je crois qu'il faudrait lire ça comme ceci, un encouragement, avant tout, un encouragement au peuple sénégalais à garder le cap et aussi un encouragement aux gouvernants sénégalais à garder le cap avec le peuple sénégalais, mais aussi à continuer dans les initiatives que l'on a vues récemment qui tournent autour de la bonne gouvernance. Je crois que ça aussi, c'est un autre aspect extrêmement important de la politique internationale des États-Unis, un peu partout dans le monde et en particulier en Afrique. Professeur Ousmane Sène, en termes de retombées, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite? Oui, en termes de retombées, il faudrait, comme on l'a dit avec le premier mandat, il ne faudrait pas s'attendre à ce que les dollars américains pleuvent ici. Je crois que ce n'est pas leur manière de faire, et je le dis tout souvent, le président américain Barack Obama est le président le plus puissant du monde, mais de notre côté, c'est peut-être le président le plus faible du monde. Alors que nos présidents ici sous les tropiques peuvent facilement sortir des millions, il n'en est pas de la même façon pour lui, il est très sévèrement gardé, et de ce point de vue-là, mais cependant, il peut avoir des initiatives. Je crois qu'il y a des initiatives qui, depuis un certain temps, se dessinent. Et ces initiatives ont été renforcées par le célèbre discours d'Accra, qui non seulement montrait que l'Afrique n'avait plus besoin de demi-dieux en tant que dirigeant politique, mais en Afrique, il fallait écouter la jeunesse. Et il fallait suffisamment armer la jeunesse puisqu'elle puisse être maîtresse de son destin. Du reste, cette volonté d'accompagner la jeunesse africaine était déjà dans la conception de Barack Obama, bien qu'il avant qu'il ne soit président. Dans ces 2 livres qu'il a écrits, alors qu'il était sénateur, il a clairement dit une fois, après un voyage au Kenya, qu'il allait dire au président américain qu'il a rencontré la jeunesse américaine, une jeunesse dynamique, une jeunesse intelligente, une jeunesse travailleuse, et il fallait tout simplement donner à cette jeunesse les moyens de son action pour qu'elle puisse s'en sortir. Dans cette même lancée, je peux vous dire, il y a déjà des prémices. Parce que même ici au Sénégal, il n'y a pas de publicité autour de ça, mais il y a de petits projets qui sont là et qui sont en train d'être mis en œuvre par des groupes de jeunes dans le domaine du civisme, dans le domaine du leadership. Même le centre que je dirige et dont vous venez de parler a bénéficié d'une bourse d'un projet qui a permis à 11 jeunes ouest-africains d'être formés à Dakar pendant 8 semaines
et de retourner dans les organisations dont ils sont les responsables dans leurs pays respectifs, avec pratiquement chacun 12 millions de francs CFA pour renforcer leur organisation. Mais c'est donc dire une excellente coopération. Ah oui, c'est une excellente coopération. L'Afrique et le Sénégal. Oui, c'est une excellente coopération entre le Sénégal et les États-Unis, mais entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, pour illustrer cela, c'est que tous ces 11 jeunes dont je vous ai parlé sont partis en emportant pratiquement ce que le mouvement Y'en a marre a fait. Nouveau type de Sénégalais, il fallait voir nouveau type de Togolais, nouveau type d'Ivoiriens, et je crois que c'est en train de se développer et ça pourrait avoir des résultats positifs et intéressants. Professeur Ousmane Sène, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. L'actualité se poursuit. Une bonne nouvelle pour les quelques 50 000 ménages les plus démunis qui seront répertoriés au Sénégal. Les bourses sociales leur seront remises au mois de septembre 2013. L'annonce a été faite par le délégué général à la solidarité nationale. C'était à l'issue du conseil interministériel consacré au sujet. Moussa Mané. Autour de la table, le Premier ministre Abdoul Mbaye, des membres du gouvernement, les partenaires techniques au développement. Il est question durant cette rencontre de bourses sociales. À l'issue des travaux, une bonne nouvelle en faveur des familles les plus démunies. Qui vont devoir recevoir leur premier versement entre le 15 septembre et le 30 septembre. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est que nous avons quand même l'apport pratique de ces partenaires techniques qui ont quand même promis de nous accompagner dans ce processus en dotant quand même l'État de moyens assez conséquents pour naturellement, effectivement, nous aider surtout dans le ciblage. 50 000 ménages seront sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national par des équipes supervisées par les autorités administratives à la base, les élus locaux et les mouvements associatifs. Cependant, pour accéder à une bourse, le ménage doit être dans une pauvreté extrême et remplir des conditions. Pour être éligible au programme, il faudrait que le ménage soit donc en extrême pauvreté, c'est-à-dire un ménage pauvre, extrême pauvreté. Donc dans ce cas de figure, on a dit il faudrait que les ménages, par exemple, on a pris des ménages qui dépensent à peu près 75% du seuil de pauvreté. Le programme vise ces ménages qui sont donc en extrême pauvreté. Ça, c'est la première condition. Et un ménage qui est dans l'extrême pauvreté. Le suivi, le maintien et le suivi donc, de l'élève à l'école. Donc le deuxième critère, c'est tenir donc les carnets de santé pour les enfants de 0 à 5 ans. Et le troisième critère, c'est être quand même inscrit au niveau de l'état civil. Le montant du transfert est de 25 000 francs par ménage et par 3 mois. La durée de la bourse sociale est de 3 ans. Toutefois, des possibilités de sanctions ne sont pas exclues pour les ménages qui ne respectent pas surtout le critère du maintien des enfants à l'école. Engagée, elle se déroule normalement dans tous les secteurs. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre Abdoul Mbaye. Il était l'invité de l'émission Questions d'actualité sur Radio Sénégal. Face au présentateur Michel Diouf, il a évoqué également des sujets relatifs à la crise de l'éducation, à la baisse des denrées de première nécessité, au délestage, entre autres, nous dit Mamou Moussagnan. 13h30 dans le studio de RSI. Le Premier ministre fait face au journaliste Michel Diouf. L'hôte d'aujourd'hui est le chef du gouvernement depuis avril 2012. Une belle occasion pour évoquer les questions du moment, d'autant plus qu'il s'agit de l'émission Questions d'actualité. D'emblée, le Premier ministre précise que le train se déplace, comme pour dire que le gouvernement travaille, et dans tous les domaines. Parlant de l'emploi, Abdoul Mbaye a martelé que des efforts sont en train d'être faits, et de gros efforts. Rien qu'avec les chantiers mis en œuvre pour combattre les inondations, 8500 emplois. Il y en a 5500 autres qui sont en cours de création au niveau de la fonction publique. Interpellé sur la crise qui sévit dans le milieu éducatif, le Premier ministre a salué le bon déroulement de l'année scolaire. Il a également appelé les enseignants à la raison. Selon Abdoul Mbaye, dans cette affaire, l'État privilégie le dialogue et ne compte dire que la vérité, rien d'autre. La vérité, c'est qu'il y a des étalements qui ont déjà été faits, des décisions qui ont déjà été prises avant, au profit de certaines catégories, en oubliant d'autres. Mais tout cela, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte. Catégorique, le Premier ministre l'a été également par rapport à la situation énergétique. Pour construire, réaliser et mettre en production une centrale de 100-150 mégawatts, mais il vous faut 2 ans et demi, 3 ans.
Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé qu'il n'est pas possible aujourd'hui de diminuer le prix de l'essence avec les variations du cours mondial. Abdoul Mbaye s'est aussi prononcé sur la polémique autour du sucre. C'est vrai, il y a libéralisation. Mais on est quand même obligé de réguler pour protéger les productions nationales. La CSS a accumulé des stocks d'invendus qui mettent en péril la production de la CSS. Et mettre en péril la production de la CSS, c'est mettre en péril des emplois. La visite de Obama est pour Abdoul Mbaye une grande opportunité pour l'axe Dakar-Washington. Le Sénégal devient le centre du monde. Il y a également une relation forte qui va probablement naître de cette visite entre le président Barack Obama et le président Macky Sall. Question d'actualité a pris fin dans une bonne atmosphère. Le Premier ministre a signé le livre d'or de la RTS et reçu un cadeau offert par la direction générale de la RTS. Question d'actualité. Les dirigeants du secteur privé invités à s'investir pour l'atteinte des OMD dans le secteur de la santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a organisé une rencontre de mobilisation de tous les acteurs. C'est pour identifier les opportunités d'investissement dans le domaine de la santé et définir les axes d'une collaboration publique-privée. Fantabachi. La santé ne doit plus être l'affaire du seul ministère de tutelle. Tout le monde doit s'impliquer pour l'atteinte des OMD dans ce domaine. Le département de la santé veut relever les défis du secteur avec de nouveaux partenaires. Une des leçons dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire a été l'insuffisance de la capitalisation de l'offre sanitaire privée. Le secteur privé peut être un partenaire stratégique. Ses ressources humaines, matérielles et financières peuvent être d'un grand apport pour améliorer le système sanitaire du pays. Il constitue également des niches de financement qui pourraient concourir à alléger les coûts exorbitants liés à la prise en charge des maladies à soins coûteux. La situation sanitaire du Sénégal est présentée à travers un film vidéo documentaire. Les indications ont fini de convaincre les uns et les autres à s'engager dans un partenariat qui sera du reste gagnant-gagnant. Nous sommes aujourd'hui face à un éventail de relations possibles entre le secteur public et le secteur privé pour la mise en œuvre d'un projet de fourniture de services. Aller vers un partenariat public-privé nous paraît indispensable pour véritablement aider à l'atteinte des objectifs. L'initiative est appuyée par l'USAID et Intrahealth. Cette mobilisation des acteurs publics et privés va à coup sûr accélérer l'atteinte des OMD en santé. Le ministre de l'économie et des finances a présidé hier la cérémonie de lancement de l'emprunt obligataire 2013-2023. Cette opération devra permettre à l'État du Sénégal de lever des fonds d'un montant de 50 milliards de francs CFA. C'est pour le financement de ces projets. Aïda Mamadou Diop. Le 4e emprunt obligataire par appel public est lancé. L'objectif pour l'État du Sénégal est d'avoir 50 milliards de francs CFA remboursables sur 10 ans avec un taux de 6,5% par an. Il s'agit ainsi d'une mobilisation de fonds adossée à un fondement législatif et qui, de plus, est revêtu du visa du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers connu sous l'acronyme CREM. Cet emprunt est admis au refinancement de la Banque centrale. Cet emprunt sera également coté à la Bourse régionale des valeurs mobilières, notre institution boursière commune à Abidjan. L'opération s'inscrit dans la recherche de financement destiné à des projets de développement. Il s'agit essentiellement pour l'État de trouver des ressources pour des investissements dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de la lutte contre les inondations. Il est important, sinon indispensable, d'indiquer à tous nos compatriotes et tous les investisseurs à qui l'État demande de venir participer au financement de notre économie, la destination des fonds qui seront levés. C'est pour cela que je voudrais vous dire que les fonds levés permettront de prendre en charge des préoccupations de nos vaillantes populations. Nous avons des ressources globales, elles seront confortées par cet emprunt et en particulier des domaines des infrastructures, des transports, d'énergie, de lutte contre les inondations vont être prises en charge avec plus de détermination.
La présente opération est initiée avec l'appui de structures financières spécialisées, des partenaires qui ont confiance quant au succès de l'emprunt qui vient d'être lancé. Le Sénégal jouissant d'une bonne réputation au niveau de la communauté financière internationale. Le Sénégal a un historique de stabilité. Au-delà de cette stabilité, ce qui intéresse aussi les gens, c'est tous les efforts qui sont faits en termes de bonne gouvernance, en termes de transparence dans la gestion des deniers publics. Et là, on constate qu'il y a, je vous invite d'ailleurs à passer en revue la note d'information que nous avons élaborée avec les services du ministère des Finances, et vous constaterez qu'il y a un certain nombre de choses, d'organisations et aussi d'engagements qui sont contrôlés par nos partenaires au développement, qui montrent que l'État va vraiment dans le bon sens dans cette volonté de transparence. Cet emprunt obligataire concerne le marché financier régional de l'UEMOA. Le ministre de l'Économie et des Finances exhorte les investisseurs à saisir cette opportunité de placement sécurisé en souscrivant massivement à cet emprunt obligataire. La campagne nationale d'identification des abonnés de la téléphonie mobile est lancée. L'Agence de régulation des télécommunications et des postes, la RTP, veut ainsi se conformer aux normes internationales. Cette campagne va prendre fin le 31 juillet à terme. Des restrictions sont prises pour ceux qui ne seront pas identifiés. Carlton Gay. À l'instar des autres pays du monde, le Sénégal rend obligatoire l'identification des utilisateurs de téléphones portables. Le processus est lancé et il permet de régler beaucoup de problèmes. Cette mesure avait un double objectif. Disposer de statistiques fiables pour le parc de la téléphonie mobile. Permettre aux services de sécurité et à la justice de disposer d'informations exactes dans le cadre des réquisitions judiciaires. Force est de constater que, près de 6 ans après l'entrée en vigueur du décret, les opérateurs n'ont toujours pas achevé l'identification de l'ensemble de leurs abonnés. Depuis 2007, on a voté un décret qui réglemente et qui instruit les opérateurs d'identifier les numéros. À partir du 31 juillet, des mesures seront prises à l'encontre de ceux qui ne se conformeront pas. Le gouvernement a redemandé à l'RTP de concert avec les acteurs pour qu'il recommence cette campagne d'identification des abonnés à partir du 31 juillet 2007, en fait au plus tard. Sinon, la conséquence sera, il y aura des restrictions par rapport aux émissions d'appels des abonnés. Cette identification permet également de diminuer, voire éradiquer certaines pratiques néfastes telles que le vol de portables, les arnaques, la cybercriminalité, etc. 8 tonnes de niébé fourragé ont été données par le directeur général de l'ISRA au ministère de l'élevage. Le programme de culture fourragère entamé l'année dernière sera donc consolidé à terme. Il s'agit d'assurer la sécurité alimentaire du cheptel grâce à l'implication des multiplicateurs de semences et des éleveurs eux-mêmes. Yorosar. Sur les 10 000 kg de semences fourragères commandées l'année dernière par le ministère de l'élevage auprès de l'ISRA, 2 000 kg avaient été libérés pour lancer le programme national de culture fourragère. Cette année, le reliquat de 8 000 kg vient d'être officiellement remis au ministre de l'élevage. On ne peut pas développer les productions animales, surtout la production laitière, ou en tout cas faire de l'embauche sans avoir suffisamment d'aliments pour se faire. Les aliments concentrés coûtent cher. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, nous avons fait suffisamment de sensibilisation au niveau des organisations de professionnels de l'élevage pour que ces organisations puissent vulgariser à travers leurs membres la culture fourragère. Le niébé fourrager a été choisi pour instituer et vulgariser la culture fourragère en fonction de ses nombreuses vertus nutritives. Le niébé est communément appelé la viande des pauvres. C'est un peu pour attester de la qualité nutritionnelle. Donc si on commence avec ce niébé pour le bétail, c'est prometteur. Mais c'est l'occasion de lui dire, de la rassurer Madame la ministre, on a une diversité génétique au niveau de ces cultures fourragères, d'autres espèces légumineuses, mais aussi des herbacées annuelles. Il est donc clair que dans les années à venir, d'autres spéculations vont être introduites pour généraliser la culture de fourrage et en pérenniser la pratique. C'est du moins la volonté politique exprimée par le gouvernement. Préparatif du Magal de Daro Mosti, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement vient d'inaugurer 2 nouveaux forages. Le Khalif a salué le respect de l'engagement du département ministériel. Jules Diop.
L'eau en qualité et en quantité, c'est l'ambition du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. À Darou-Mousty, les autorités ont réfectionné les forages F3 et F2. Celui de F1, plus connu sous le nom de Tenboumak et Niaré Dakar, inauguré. Cela permettra de prendre en charge 17 villages. Tous les ouvrages ont été réhabilités. Les débits sont au maximum. Et ici, à F1, nous avons un nouveau château d'eau de 300 mètres cubes qui remplace l'ancien château d'eau de 100 mètres cubes. Donc nous pouvons dire que les préoccupations du président de la République, son Excellence Macky Sall, ainsi que ses directives ont été donc respectées à la lettre. En perspective du Magal de Darou-Mousty, toutes les dispositions ont été prises par ce ministère. Un département qui n'a pas lésiné sur les moyens pour un bon Magal. Ce dispositif cumulé présage d'un bon Magal, en tout cas c'est le souhait du président de la République. Et nous pensons qu'avec toute l'équipe de l'hydraulique qui est mobilisée ici, il n'y aura pas de problème particulier en nous. En ce qui concerne l'assainissement également, des dispositions sont prises. Après la visite des sites, le calife a reçu la délégation ministérielle. Il a remercié l'État à travers ce département. Par ailleurs, Serigne Cheikh Khadim Mbacké a prié pour une paix durable et une bonne saison des pluies. Les enfants hôtes de l'Assemblée nationale, une centaine issus de différentes catégories sociales, ils sont venus échanger avec les parlementaires sur les pratiques néfastes dont ils sont victimes. C'est dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Anne-Marie Gomis. La salle de la commission de l'Assemblée nationale, transformée en une salle de classe le temps d'une matinée. Un groupe de 100 enfants, parmi eux des élèves, des non scolarisés, des handicapés, des talibés, ceux en rupture familiale ou en confiage. Objectif, échanger avec le réseau parlementaire pour la protection des enfants contre les violences et abus sur les pratiques néfastes qui affectent les enfants. Vous, honorables députés, qu'est-ce que vous allez faire pour éliminer les pratiques sociales et culturelles affectant les enfants et pour assurer la gratuité de la prise en charge des enfants victimes de ces pratiques? Plus de 50% de la population du Sénégal a moins de 18 ans. Ces enfants méritent votre attention et une meilleure prise en compte de leur protection dans le budget national. C'est le lieu de souligner l'engagement des parlementaires en faveur des enfants, notamment sur la lutte contre la malnutrition et les abus et violences dont ils sont victimes. Sur initiative de l'UNICEF, la session est mise à profit pour aborder sans détour toutes les questions relatives au mariage précoce, le travail des enfants, la mendicité, l'accès à l'école, l'excision entre autres. Autant de questions auxquelles les interlocuteurs s'engagent à faire le plaidoyer. Je salue donc encore une fois et je félicite le réseau. Son engagement illustre la volonté du Parlement de se mettre à l'écoute des concitoyens pour aider à trouver des issues heureuses pour la protection, la résolution, mais aussi la création de conditions meilleures pour les enfants qui sont notre avenir. Message, témoignage, sketch, film à l'appui pour presser le pas aux élus du peuple à voter des lois pour éliminer définitivement toute forme d'abus contre les enfants. Des enfants qui prendront certainement plus tard leur place pour en défendre d'autres et mener les mêmes combats. L'éducation nationale Serigne Mbaye Thiam a présidé un comité régional de développement spécial à Sédhiou. Au cours de cette rencontre, le ministre a annoncé un plan de résorption des abris provisoires et une réforme dans l'organisation du BFM. Massamba Thiam. Une kora et un balafon, symbole de la culture mandingue, pour dire merci au ministre de l'Éducation nationale. Pour ce premier CRD spécial consacré à l'éducation dans le Pakaou, les échanges étaient fructueux et surtout dans un contexte de perturbation. Conséquence, un taux élevé de la déperdition scolaire, surtout chez les filles. La problématique du maintien se pose parce qu'à l'élémentaire, au moyen secondaire, on a un taux de 50% des filles. Secondaire, 14,7%. Donc vous voyez, il y a une déperdition scolaire très accentuée. Les autres préoccupations tournent autour du déficit de personnel enseignant. Cette question, nous sommes en train de régler ça dans le cadre du mouvement national pour qu'au terme du mouvement national, qu'on ne puisse pas connaître des déséquilibres. Nous leur avons indiqué l'ensemble des projets qu'il y a pour la région, notamment il y a un projet avec l'Agence française de développement qui va aider à résorber partiellement les abris provisoires.
Au cours de ce CRD spécial, les examens de fin d'année ont été largement abordés. Dans le souci de mieux rationaliser les ressources financières et d'éviter d'éventuelles perturbations, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé une réforme dans l'organisation du BFM. Nous avons commandité des missions d'inspection dans un certain nombre de structures. On s'est rendu compte qu'il y a des efforts qu'on peut faire pour une meilleure gestion. Je donne l'exemple, il y avait des correcteurs qui étaient envoyés dans des centres et qui avaient le taux de l'indemnité plein et qui corrigeaient 4 copies ou 6 copies. On ne peut pas l'accepter. Donc nous avons sorti une circulaire pour indiquer qu'un correcteur doit avoir au minimum 80 copies. Le centre doit être entre de 150 candidats et 250 candidats. Auparavant, Serigne Mbaye Thiam et sa délégation ont assisté à la cérémonie de montée des couleurs au lycée Ibou Diallo de Sédhiou. Les élèves du CM Amadou Mapate Diagne ont présenté des sketchs pour inviter au respect de valeurs républicaines. Ils ont également plaidé pour un règlement définitif de la crise scolaire. Bourse scolaire, la Fondation Kéba Mbaye certifie la tradition pour l'année académique 2013-2014. Elle a accordé 49 bourses d'études à des élèves étudiants. La Fondation vise ainsi à encourager l'excellence et à contribuer à la recherche et à la formation au Kalsoum Sall. Le droit, le social, le sport, triptyque qui résume le parcours de Feu Kéba Mbaye. Pour l'attribution des bourses d'études de la fondation qui porte son nom, le choix est porté sur des étudiants et chercheurs en droit, des pensionnaires du Daha de Malika et de jeunes athlètes africains. Chers lauréats, la bourse qui vous est remise aujourd'hui récompense vos efforts, mais elle est aussi un encouragement à poursuivre votre parcours d'excellence et à devenir des citoyens exemplaires. Au total, 49 bourses ont été accordées pour l'année académique 2013-2014. Le choix des lauréats est guidé exclusivement par le mérite. Nous avons déposé conformément au manuel de procédure et notre candidature a été retenue sans avoir aucune connaissance de la dite fondation. De par cette intégrité, vous nous donnez espoir et vous êtes une référence. Notre institution travaille pour donner une chance à chaque enfant qui vit sur notre toit. Nous ne pouvons pas réussir cette mission sans nos partenaires. Et la Fondation Kéba Mbaye demeure un de nos partenaires les plus importants. En 5 ans d'existence, la Fondation Kéba Mbaye a octroyé 145 bourses d'études. Un geste pour soutenir l'éducation et encourager l'excellence. Il faut soutenir les enfants par des bourses, le sport pour assurer l'équilibre entre le corps et l'esprit, et le droit, c'est normal, il était juriste. Juriste, droit de l'homiste, qui sait qu'il faut promouvoir le droit pour une société équilibrée. La Fondation Kéba Mbaye a aussi attribué une enveloppe financière à l'association Sami Social. Celle-ci œuvre pour l'assistance médico-psychosociale des enfants de la rue. C'est l'heure de notre tour du monde en bref, en images, l'actualité internationale que nous allons démarrer par le Brésil. Dans une allocution à la nation, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, confrontée à une fronde historique, a promis d'œuvrer à un grand pacte pour améliorer les services publics et de recevoir les leaders du mouvement social 24 heures après les manifestations émaillées de violence qui ont déversé plus d'1 million de Brésiliens dans les rues des différentes villes du pays. Ce mouvement de protestation sociale, depuis 2 semaines, est majoritairement animé par des jeunes issus de la classe moyenne qui manifestent contre la corruption de la classe politique et les sommes colossales dépensées pour l'organisation du mondial de football. Edward Snowden, le jeune consultant américain à l'origine des fuites sur les programmes américains de surveillance des communications, a été inculpé pour espionnage par la justice américaine qui a demandé à la police de Hong Kong de l'interpeller. Le jeune consultant réfugié à Hong Kong depuis le 20 mai dernier est visé par un mandat d'arrêt international. Un traité d'extradition est en vigueur entre Hong Kong et les États-Unis, mais Pékin a le droit d'opposer son veto. Les principaux pays appuyant l'opposition syrienne examinent à Doha au Qatar la possibilité d'octroyer une aide militaire aux rebelles pour arrêter la progression des forces du régime en place sur le terrain. Les chefs des diplomaties françaises, britanniques, allemandes et italiennes se sont rassemblés autour de John Kerry pour coordonner l'aide à la rébellion. Moscou a prévenu que cette conférence ne devait pas signifier la capitulation de son allié Bachar el-Assad.
Fotis Kouvelis, le chef du parti Dimar, a pris la décision de retirer ses 4 ministres du gouvernement après son désaccord sur la crise de l'audiovisuel public. Le chef du Dimar avait opposé vendredi une fin de non-recevoir en direction du Premier ministre grec en dénonçant sa décision de fermer la télévision nationale. Si le gouvernement conserve la majorité au Parlement avec 153 sièges sur 300, elle est trop juste pour permettre de poursuivre efficacement les réformes imposées par les créanciers de la Grèce. Autour au Sénégal, le programme d'appui aux mutuelles d'épargne et de crédit au Sénégal, PAMECAS, a tenu son assemblée générale annuelle. La rencontre a permis aux participants de tirer le bilan de l'année 2012 et de dresser de nouvelles perspectives. Des guichets mobiles seront prochainement installés dans les zones rurales pour une amélioration de son offre de services. Damsila. Avec plus de 500 000 membres répartis dans 11 régions du Sénégal, le programme d'appui aux mutuelles d'épargne et de crédit au Sénégal, PAMECAS, veut augmenter les qualités de son offre de services. Ces travailleurs se sont réunis en assemblée générale annuelle pour tirer le bilan de l'année écoulée. De l'avis général, 2012 a été une bonne année. Les résultats de cette année sont des résultats bons, je dirais bons, excédentaires dans l'ensemble, mais qui nous donnent des enseignements, des perspectives donc pour aller de l'avant. C'est dans ce sens qu'on va s'inscrire dans une extension du pays, dans tout le Sénégal. On va couvrir l'ensemble du pays. Ça nous donne aussi des perspectives avec cette extension aussi d'une amélioration aussi de nos systèmes d'information et de gestion et une réorganisation aussi de notre réseau pour être plus efficace, plus efficient. Après plus de 17 ans de présence dans le milieu urbain, PAMECAS a dans sa stratégie de déploiement pris la décision de s'implanter dans le monde rural. Parmi ces innovations et perspectives, la mise en place de guichets mobiles dans les zones rurales. Il s'agit d'un guichet aménagé avec toutes les normes de sécurité donc qui sont présents dans des marchés hebdomadaires, dans des villages pour rendre ces services. Ça, vraiment, ce sont des innovations majeures. Je crois qu'avec l'extension, la couverture nationale, notre objectif dans les 2 prochaines années, c'est vraiment d'être leader dans le secteur au niveau du Sénégal. Parmi les priorités de PAMECAS, accompagner les populations, quels que soient leurs moyens et leur secteur d'activité, ceci dans le but de participer à leur bien-être économique et social. Athlétisme, le Sénégal peut compter sur une valeur sûre de l'athlétisme africain. Le jeune Youssouf Diouf qui vient de réaliser la meilleure performance mondiale de l'année au javelot à Tunis il y a moins d'1 mois et doit prendre part au championnat du monde en début juillet à Lyon. Tada Khandiaï a rendu visite à l'athlète sur le terrain. Reportage. En pleine préparation, voici les meilleurs performeurs africains du lancer des javelots en 2013. 46 mètres 20, cet athlète est très doué dans le maniement de l'engin pour faire très mal aux mondiaux depuis son fauteuil roulant. Athlète de la catégorie F51, il a pulvérisé son record de 2011 du lancer des javelots au jeu de Maputo qui était de 31 mètres 37. Mais comment se passe sa préparation? Mon préparation ne se passe pas très bien franchement. Je quitte chez moi pour venir ici avec toutes les difficultés rencontrées. Dès que j'ai réalisé la meilleure performance mondiale à Tunis, on devait me prendre en compte parce que c'est une très haute performance. Je suis un athlète de haut niveau. Je suis sûr que je peux gagner quelque chose pour mon pays, le Sénégal. Mettre-moi en charge de mon regroupement, Ces 46 mètres 20 constituent la meilleure performance africaine mais aussi mondiale. Découvert au handibasket par le DTN Ghana Jones sous la coupe de son coach Mbaye 6, le sociétaire de Talibou Dabo a toutes les caractéristiques d'un athlète d'élite. Et du côté de la fédération, le jeune a toutes les aptitudes requises pour faire partie du quota mondial. Maintenant, les conditions de préparation ne sont pas ce qu'elles devraient être pour quelqu'un qui vise l'élite. Ça, c'est la palissade de le dire. Il s'est préparé pour le tournoi qualificatif dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'a pas connu de regroupement. Quand il est allé à Tunis, il a battu les meilleurs Africains. Et les meilleurs Africains font partie des meilleurs mondiaux. Et je pense que sous peu, le ministre des Sports Mbagnick Ndiaye, le président du comité olympique Diagne Ndiaye, vont recevoir ce jeune garçon et lui montrer qu'on sait reconnaître les mérites des athlètes, mais on sait également les préparer pour les jours futurs. Et dans cette discipline transversale où des surdoués comme Youssouf Diouf n'ont rien à envier aux valides, on peut se faire plaisir.
à Youssouf Diouf. Bonne chance aux mondiaux de Lyon. Youssouf Diouf, une valeur sûre du handisport sénégalais au-delà du handisport africain. Bolloré Africa Logistique Sénégal a organisé la 3e édition de sa randonnée pédestre. La marche a réuni plusieurs travailleurs, de même que des clubs de randonnée pédestre dakarois. Le thème de la randonnée, prévention du stress et risque de maladies cardiovasculaires. Plus de détails avec Hamidou Diop. Les travailleurs de Bolloré Africa Logistique Sénégal et les randonneurs du CRP Dakar ont marché côte à côte pendant tout le trajet. Le circuit de près de 8 km arpenté par ces marcheurs avec détermination passe par le boulevard du Centenaire et l'avenue Lamine Gueye. La randonnée de Bolloré Africa Logistique Sénégal en est à sa 3e édition. Chaque année, il mobilise toujours plus. Pour moi, c'est un grand moment de saine émulation, de sportivité et surtout pour créer l'esprit d'équipe entre l'ensemble des collaborateurs. Vous savez, pendant des événements comme ça, on a l'occasion de se parler librement et en toute convivialité. Mon partenaire de course était quelqu'un qui occupe un poste très modeste chez nous, c'est un ouvrier. Mais je vous avoue, pendant le trajet, j'ai beaucoup appris en sa compagnie. C'est aussi une leçon qu'on tire de ce type d'événement. Les spécialistes l'ont dit et répété, pour éviter les risques de maladies cardiovasculaires, il faut s'adonner régulièrement à la marche. Pour ces plus de 800 randonneurs qui ont répondu présent, le souci est aussi sanitaire. C'est un message que nous véhiculons depuis bientôt 20 ans dans le cadre de la prévention des maladies cardiovasculaires au Sénégal. Parce que la sédentarité tue. Le mouvement, c'est la vie. Nous étions en bande un peu comme des amis. Nous discutions, nous avions bien parlé, bien discuté et ça s'est très bien passé. En tout cas, j'ai été très content et j'espère que c'est le genre d'expérience qui va se reproduire dans l'avenir. La randonnée de Bolloré Africa Logistique Sénégal a vu la participation de nombreuses personnalités et c'est dans une bonne ambiance que les travailleurs se sont retrouvés. Grand format de ce samedi s'intéresse à la restauration des vallées dans le Sine Saloum et la redynamisation de la culture de riz dans cette partie du Sénégal. Le prétexte, la visite du président des États-Unis Barack Obama au Sénégal nous donne l'opportunité d'en parler. La mise en œuvre d'un important programme d'ouvrage, de retenue d'eau et de digues anti-sel a fortement encouragé le retour à la terre des centaines, voire des milliers de producteurs dans la zone. La maîtrise de l'eau et l'organisation des acteurs à la base, deux éléments essentiels dans la riziculture. Le SAID Oula Nafa au service du monde rural, grand format signé Ibrahim Diallo. Pendant longtemps, leurs voix se sont tues. Plongées dans un désert sans total. Des décennies durant, ces femmes avaient abandonné leur rizière du fait du phénomène de la salinisation des terres. À cela s'est ajoutée la perte inestimable de quantité d'eau qui s'est déversée en mer. Autant de mots qui ont favorisé l'abandon de cette vallée de Boulimandao par les populations de cette communauté rurale de Djilor. Grâce à l'aménagement de ce bas-fond par l'USAID ou la NAFA, elles ont repris avec vivacité leur voix et surtout leur force pour cultiver le riz. Une denrée précieuse en terroir sérère. Nous mesurons l'utilité de cet aménagement. Je n'ai pas cultivé le riz l'année dernière, mais cette année, personne n'aura besoin d'aide. Entre les deux digues, il y a 900 mètres de distance et cette digue va permettre de dépendre de l'eau encore sur une superficie beaucoup plus importante que nous avons estimée à 150 hectares. Et actuellement, il cultive à peu près 50 hectares. Sur une autre vallée, celle de Nenderleng, l'aménagement de ce bas-fond d'une superficie de près de 1000 hectares a permis aux producteurs des communautés rurales de Kersambagay et de Toubacouta de reprendre la culture du riz. L'affectation des parcelles se fait en fonction de la demande. Après le labour, chaque ciment, nous remboursons la subvention après récolte sous forme de redevance. Pour ces producteurs, l'exploitation de ces parcelles est non seulement un enjeu de prestige, mais mieux encore, cette rizerie constitue un instrument d'amélioration de leurs conditions de vie. L'aménagement de cette vallée nous dispense de la dépendance en riz importé. Cet argent peut servir à autre chose. Notre seul souci reste la disponibilité de l'engrais.
En une année de campagne seulement, ces producteurs de Nenderleng ont réussi à labourer 65 hectares, dont 5 hectares réservés à la production de semences. À terme, le programme vise à atteindre 500 hectares, ceci en vue de booster l'activité risicole dans cette partie du Sine Saloum. Pour chaque hectare, on a décidé que le comité, le producteur doit donner par hectare 5 000 francs. Mais les 5 000 francs, on a fractionné ça en deux étapes. En début de culture, il donne 2500. À la récolte, il donne 2500. Maintenant aussi, il y a un droit d'adhésion que le comité de gestion a instauré ici. Pour chaque producteur qui voudrait cultiver ici, il va donner 1000 francs qui va montrer que lui, il appartient à l'association des producteurs de Nenderleng, je peux dire. Ça, c'est l'argent qu'on va donner au comité de gestion. Maintenant, le comité-là va prendre cet argent-là pour la dire s'il y a des entretiens à faire. Cette approche intégrée et participative place le producteur au cours du processus de gestion des ouvrages. Ce qui est surtout important par rapport à cet ouvrage, c'est la démarche qui a été utilisée par le programme. En fait, il ne sert à rien de mettre des ouvrages en place pour qu'à la fin du programme, les populations ne puissent pas continuer. À terme, nous allons laisser des populations aptes à continuer à gérer les ressources. Mais comment? Nous avons mis en place un outil qu'on appelle la Convention pour une gestion intégrée de la vallée. Et c'est sur la base de cette convention qu'ils ont pu discuter de manière participative pour trouver un consensus sur la manière de répartir les parcelles, sur la manière de délimiter les zones de parcours et surtout sur la manière aussi de gérer l'ouvrage. Au-delà de cet outil, nous avons mis en place un comité de gestion chargé de mettre en valeur, de mettre en œuvre cette convention locale. Et ce comité a reçu pour le moment des formations, tant sur le plan de la gestion administrative et financière que sur le plan de la gestion technique. Une dynamique organisationnelle qui vient renforcer les capacités des acteurs à la base. Nous avons pas mal de vallées exploitables. Une partie de la collectivité, ce qui est sûr, une fois les récoltes terminées, ne vont plus acheter du riz. Maintenant, vu les difficultés dans ce pays-là en matière d'alimentation, une collectivité une ONG, un projet, un programme a aidé à atteindre son autosuffisance, vraiment, c'était impensable à l'époque. Vaincre la pauvreté par la restauration des vallées, un programme qui s'inscrit dans le cadre de mise en œuvre du concept de l'alternance agricole pour le futur, développé par l'USAID. Ceci en vue d'atteindre la sécurité alimentaire dans le monde rural. L'USAID ou la NAFA au service du monde rural, c'était le grand format de ce soir signé Ibrahim Diallo. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger.